Le monde change constamment et les nouvelles technologies d'hier sont le plus souvent les technologies dépassées d'aujourd'hui. De nos jours, c'est la révolution informatique qui provoque un choc mondial, un choc d'une telle ampleur qu'il risque de rendre désuet une bonne partie des usines et des modes de production occidentaux. Il a aussi provoqué la mise à l'écart du même coup de millions et de dizaines de millions d'hommes et de femmes en pleine vigueur qui ont été retirés des circuits de la vie pour vivre, si l'on ose dire vivre, comme des chômeurs mendiants de la société. Il n'y a pas si longtemps, à Ottawa, on n'aimait pas exprimer trop ouvertement des craintes comme celle-là. Le 3 mai dernier, le ministre d'État au développement économique, Donald Johnston, présentait à la Chambre des communes la politique gouvernementale concernant les nouvelles technologies. Le lendemain, coup de théâtre. Le ministre est immédiatement contredit par la parution dans les médias d'un document confidentiel émanant de son propre ministère. Le rapport cité par le député contient des données qui n'invitent pas à l'optimisme. Selon le document confidentiel intitulé « La route chaoteuse vers 1990 », la concurrence étrangère et l'introduction de nouvelles technologies pourraient détruire, d'ici 1991, de 25 à 50 des emplois dans le secteur manufacturier, le quart de tous les emplois dans le secteur des services commerciaux et financiers. Jusqu'à 2 millions d'emplois perdus à cause des changements structuraux dans l'économie canadienne, auxquels il faut ajouter les 2 autres millions d'emplois qu'il faudrait créer pour faire face à la croissance du marché de la main-d'œuvre d'ici 1991. Avec la technologie, on a la productivité. Avec la productivité, on sera plus compétent pour faire la concurrence aux marchés internationaux. Et avec ça, on a un essor économique à l'intérieur du pays. Et avec cet essor économique, on va créer plus d'emplois. Alors, c'est la productivité et la technologie qui vont, en effet, à long terme, nous donner plus d'emplois. Kimon Valaskakis est lui aussi optimiste à long terme. Économiste, directeur de l'Institut de recherche Gamma à Montréal, il souligne cependant qu'à court terme, les nouvelles technologies permettent une croissance économique accélérée, mais sans création d'emplois. Par conséquent, on fait plus avec moins, mais malheureusement, le moins, c'est les emplois. Donc, on produit plus, on est productif, mais on n'a plus besoin de main-d'œuvre. Et on crée du chômage. Ce chômage, on le crée parce qu'il y a un décalage entre le moment où les nouvelles technologies détruisent les emplois et celui, plusieurs années plus tard, où elles permettent enfin la création de nouveaux emplois. Nous avons une crise de transition, une crise de ce qu'on appelle un environnement turbulent. C'est un peu comme si on était dans un Boeing 747 et on passe par une zone de perturbation. Des périodes de turbulence économique et sociale liées à l'introduction de nouvelles technologies, il y en a eu plusieurs dans le passé. Par exemple, dans l'industrie du textile. Au 18e siècle, en Angleterre, le filage et le tissage occupaient des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. La production se faisait à domicile. Mais très rapidement, les innovations successives apportées au métier et l'invention du moteur à vapeur ont révolutionné l'industrie. En quelques années à peine, au lieu d'avoir un adulte, un métier, une broche, on pouvait se permettre d'activer avec un seul adulte et 4 enfants un métier à 400 broches. Dès le milieu du 19e siècle, les métiers à filer et à tisser sont entièrement automatiques et un seul adulte peut en surveiller 4 du coup. Au début, parce qu'ils perdent leur emploi en grand nombre, les travailleurs du textile s'attaquent aux machines et les détruisent. La répression des manifestations ouvrières par l'armée et la police est féroce. Un autre facteur explique l'apaisement des révoltes. C'est que la création d'emplois issus de la révolution industrielle permet d'absorber les chômeurs du textile. De nos jours, le textile n'est plus un secteur industriel de pointe. Ça fait longtemps qu'il est devenu un secteur fragile, un secteur mou. Pour survivre, il se met à l'heure des nouvelles technologies. L'effet net, les profits sont à la hausse, mais l'emploi, lui, est à la baisse. Ce phénomène s'est déjà produit il y a des années dans l'État du Massachusetts. Là aussi, le secteur textile était très important et dès l'après-guerre, on développait une nouvelle base industrielle nettement orientée vers la haute technologie.
Un professeur du Massachusetts Institute of Technology, Harley Shaken, tire les conclusions de l'expérience. Entre 1970 et 1975, le Massachusetts a perdu 60 000 emplois dans le textile et la chaussure. Il en a résulté un déclin réel de la population. Got a union in the country, got a union in the town. Takes good old members to bring the new ones down. We're growing, oh, don't you see? I said we're growing and we're happy as we can be. Je crois que les nouvelles technologies rompent le lien traditionnel entre la réussite d'une compagnie ou de l'économie dans son ensemble et la création d'emplois. Avec la capacité qu'a cette technologie d'automatiser le travail, il est devenu possible pour une compagnie de réussir très bien, pour l'économie d'être en montée pendant qu'on assiste à des taux très élevés de chômage. Cela représente un coût social énorme pour les travailleurs impliqués dans la transition des industries traditionnelles vers une économie fondée sur la haute technologie. Et c'est vrai partout, même dans le secteur de l'industrie automobile, qui était pourtant, dès son origine, un pionnier dans l'utilisation des techniques de pointe. Depuis 10 ans, l'industrie automobile, ce secteur privilégié de l'économie américaine, a été forcé progressivement de lutter pour sa survie. De 1978 à 1982, la valeur de la production automobile ici a chuté de 14 milliards de dollars, l'emploi de 300 000. Bien sûr, pour une bonne part, c'est la récession économique qui explique ces pertes d'emploi, mais c'est l'automatisation intégrée de l'industrie, l'introduction de nouvelles technologies qui font que, même dans un contexte de reprise économique, ces centaines de milliers d'emplois ne reviendront jamais. L'automatisation accrue, combinée avec le désir des consommateurs pour des petites voitures, tout cela indique qu'on aura besoin de moins de travailleurs dans l'avenir. Mais si on peut augmenter nos ventes, récupérer une partie du marché de nos concurrents outre-mer, on aura une bonne chance de stabiliser l'emploi et, espérons-le, de le voir accroître. On disait jadis, ce qui est bon pour GM est bon pour les États-Unis. Mais pour James Crump, qui a vu une centaine d'emplois disparaître dans son atelier, l'affirmation mérite d'être nuancée. Robots are good for General Motors. They're good for General Motors. Profit, you mean? Profit-wise, it makes them more competitive. Les robots sont bons pour General Motors. Pour les profits, ça rend la compagnie plus compétitive. On dit que ce qui est bon pour la compagnie est bon pour les travailleurs, mais ça c'est vrai seulement si on continue à travailler. See, we want to see the company do real good, but the concern is with the people who are being displaced. Do you have a feeling that these people will get a job back? Not all of them. I don't believe so. Les robots ne présentent pas que des inconvénients pour les employés. Ils permettent le plus souvent d'éliminer des emplois répétitifs, salissants ou trop dangereux. Et pour ceux qui ont la chance d'apprendre à travailler avec les robots, comme ce collègue de James Crump, par exemple, à GM, leur tâche est rendue, dans la plupart des cas, plus intéressante.
Malheureusement, tant aux États-Unis qu'au Canada, à peine une compagnie sur 5 donne une formation en cours d'emploi, et encore, ce n'est pas une solution pour tout le monde. We have people being retrained right now, okay? Il y a des gens en recyclage maintenant, des gars mis à pied. Puis, il y a des gars comme moi qui continuent à l'ouvrage. Jusqu'ici, les robots nous ont pas remplacés, mais éventuellement, ça peut arriver. Now, so far, robot hasn't replaced us. But somewhere down the line, it may happen. And Mais we nous, don't on n'est have pas to recyclés. We feel we have an obligation from a moral, ethical standpoint. Nous avons une obligation du point de vue moral et éthique de participer au recyclage de ces travailleurs pour qu'ils aient la chance de participer à la nouvelle technologie, de préférence au sein de l'industrie de l'automobile. And if that opportunity doesn't exist, to see that they have some training opportunities to grow into other industries. It's just the people that's laid off. I do À believe. ma connaissance, ce sont juste les gars mis à pied qui sont recyclés. Personne ne m'a parlé de recyclage. Je continue à travailler. Say 5 years from now, up comes this robot that can. Mais si dans 5 ans, il y a un robot qui peut faire ma job, je vais être dans la rue. J'aurais pas été recyclé. I have no training. À Détroit, même ceux qui ont encore un emploi sont inquiets. À plus forte raison, les 300 000 travailleurs de l'auto qui sont au chômage. Y a-t-il un avenir pour eux? Y a-t-il un avenir même pour la capitale de l'auto? For a place like Detroit, the devastation, it will be tragic, but it becomes even more tragic. Pour une place comme Détroit, c'est dévastateur. Mais cela deviendra encore plus tragique s'il y a une reprise de l'économie. Détroit n'en fera peut-être pas partie et continuerait à sombrer dans une dépression, même si l'économie dans son ensemble se portait très bien. Statistics for the economy as a whole look quite good. L'introduction des nouvelles technologies a toujours eu pour effet d'augmenter la productivité du travail, mais aussi de détruire des emplois dans les secteurs où elles s'implantaient. Ce qui est différent maintenant, c'est que les nouvelles technologies ont un impact sur tous les secteurs économiques à la fois. Donc, le secteur des services, par exemple, qui a créé la majeure partie des emplois au cours des années 60-70, ne pourra plus absorber, comme avant, le chômage qui est produit ailleurs dans l'économie. Dans les compagnies d'assurance, de fiducie et dans les banques, l'informatisation des opérations permet d'offrir de nouveaux services, que l'on pense aux guichets automatiques, à l'interbanque, à la carte de crédit, entre autres. Mais alors que l'on peut, dans certains cas, multiplier le volume des transactions par 10 ou 15, le nombre d'employés, lui, reste stable ou diminue. À la Banque de Montréal, avec un nombre d'employés inchangé depuis 1976, on a triplé les actifs. À la compagnie de téléphone Bell, le nombre d'opératrices a diminué de moitié depuis les années 70. Comme dans beaucoup d'autres entreprises, ce résultat a été atteint moins par le biais de mises à pied que par des départs volontaires ou des mises à la retraite. Finalement, dans les bureaux où se retrouve plus de la moitié de tous les emplois du secteur des services, la bureautique fait déjà des ravages. Une étude parle de plus d'1 million d'emplois perdus au Canada au cours des prochaines années. Au-delà des questions de nombre, émerge une autre inquiétude, celle reliée au type d'emploi de l'avenir. Heather Menzies, auteure, spécialiste canadienne de la question, cite à ce sujet les plus récentes statistiques américaines. Where they see the new job growth is in essentially menial. On prévoit une croissance de l'emploi essentiellement dans les secteurs abrutissants, soit les secteurs domestiques de services ou sur les lignes d'assemblage. Jobs such as running fast food restaurants, jobs such as janitors, cleaning up around the automated systems. Par exemple, dans le fast-food, la conciergerie, l'entretien ménager autour des installations informatisées. Il y a une liste de 20 métiers, tous peu ou pas qualifiés, qui vont probablement constituer le gros des nouveaux emplois. Ladies and gentlemen, the Right Honorable Pierre Elliott Trudeau. Nous avons tout intérêt à nous préparer aux conséquences de la révolution technologique, car elle opérera dans le monde des transformations plus profondes que n'importe quel autre mouvement pacifique ne l'a fait jusqu'ici, et cela à une vitesse phénoménale. Certains se sentent plus menacés que d'autres. C'est le cas des femmes employées de bureau, des jeunes, des ouvriers d'usine et des chômeurs. Women, 2/3 of the female labor force in Canada. Les 2/3 de la main-d'œuvre féminine au Canada sont concentrés dans 3 catégories d'emplois, les bureaux, la vente et les services. 35% travaillent dans les bureaux.
La dynamique de la bureautique et de l'automatisation des banques massacre les perspectives d'emploi dans ce secteur. C'est un domaine où les gens sont très vulnérables à la réorganisation du travail. On tend à retrouver les femmes dans des ghettos d'emploi où il n'y a pas beaucoup de possibilités de promotion ou de recyclage qui leur permettraient de quitter ces domaines vers un travail informatisé. 80% et plus des emplois féminins sont dans le secteur des services. Et la contraction éventuelle de ce secteur n'augure rien de bon pour les 2 millions de femmes qui arriveront sur le marché du travail d'ici 1990. Autre aspect du problème, ce ralentissement bloque à toute fin pratique l'avenir des jeunes. Pourtant, ils contribuent déjà plus que leur part du total de chômeurs au Canada. Nous sommes assis sur une caisse de dynamite. Tous les jeunes à qui on a déjà chanté la pomme pendant des années, allez vous instruire et votre avenir est assuré. Et là, ils sortent puis ils deviennent des chômeurs de luxe, des chômeurs avec un tas de diplômes dans leur poche, mais chômeurs quand même. Et ça, c'est explosif. Pourtant, il y a beaucoup de gens, politiciens ou experts, qui prétendent que la solution au problème du chômage est simple, qu'on l'a, pour ainsi dire, devant les yeux. Si on met un robot dans une usine, alors immédiatement, il y a d'autres emplois créés. Le logiciel, par exemple, l'entretien du robot, la manufacture du robot, etc. Je pense que ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes, mais qui n'est pas justifiée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, les robots sont importants, demain, nous allons tous produire et réparer des robots. Mais ceci, je pense, démontre qu'on n'a pas compris qu'éventuellement, c'est les robots qui vont réparer les robots et ce n'est pas les êtres humains. Que ces innovations de procédés sont tellement avancées que de plus en plus, pour le bien ou pour le mal, la participation humaine sera de plus en plus marginalisée parce qu'on n'aura plus besoin d'êtres humains pour produire, pour satisfaire nos besoins de base. L'introduction des nouvelles technologies dans tous les secteurs d'activité économique détruit des emplois. Mais dans la mesure où les nouvelles technologies constituent elles-mêmes un secteur d'activité en forte croissance, elles devraient aussi créer des emplois. Or, si on prend le cas de Silicon Valley en Californie, la capitale, le centre mondial des nouvelles technologies, on est confronté non seulement au problème du nombre des emplois, mais aussi à celui de la nature des emplois qui sont créés réellement. À Silicon Valley, l'optimisme est de rigueur et les offres d'emploi se font parfois pressantes. C'est qu'ici, le taux de chômage est beaucoup plus bas que la moyenne nationale américaine et il n'est pas rare qu'une jeune entreprise voit son personnel croître chaque année de 25 ou même 30 %. Tandem Computers est une de ces compagnies qui a connu une croissance extrêmement rapide. Le Dr Larry Evans, vice-président de Tandem, parle de ce qui caractérise le marché de l'emploi dans la haute technologie. Il s'agit avant tout d'un déplacement des gens vers d'autres secteurs d'emploi, ce qui peut être très pénible pour certains. Mais je crois que le nombre global d'emplois va augmenter, mais pas dans les mêmes domaines. On demandera de plus en plus de techniciens, d'informaticiens, de gens capables de fournir des services. Malgré la croissance très rapide du secteur de la haute technologie d'ici 1995, on ne pourra pas créer aux États-Unis beaucoup plus que 2 millions de nouveaux emplois. C'est énorme pour l'industrie, une croissance de plus ou moins 50 %, mais c'est peu pour le marché américain de 100 millions de travailleurs. En fait, les nouvelles technologies ne créeront pas 10 % des nouveaux emplois aux États-Unis au cours des 10 prochaines années. Quant au type d'emploi, un tiers est hautement spécialisé, intéressant et bien payé. Les deux autres tiers, souvent répétitifs, quelquefois dangereux et presque toujours au bas de l'échelle salariale.
cette structure de l'emploi ne caractérisera pas que le secteur de la haute technologie lui-même. I think there's an important effect on the type of jobs by the introduction of high tech. Je crois que l'introduction de la haute technologie a un effet très important sur le genre d'emploi. Dans un sens, les emplois supérieurs, les plus créateurs et les mieux rémunérés, ne seront pas éliminés par l'automatisation. Et les emplois les moins rémunérés resteront et même se multiplieront. Ce sont les emplois intermédiaires, ceux bien rémunérés dans l'industrie et qui ont été une composante clé de toute l'économie industrielle, qui seront le plus frappés par les nouvelles technologies. Et là réside le danger. Le standard de vie de la classe moyenne risque d'être éliminé par ce genre de transition. Au Canada, l'industrie de la haute technologie en est encore à ses premiers balbutiements. La région d'Ottawa-Carleton, qu'on qualifie parfois de Silicon Valley du Nord, offre moins de 20 000 emplois. Donc, pas question que l'industrie canadienne de la haute technologie absorbe une partie significative du chômage actuel ou anticipé. Malgré cela, le patronat canadien est résolument optimiste. En novembre, dans son exposé devant le Comité permanent du travail et de la main-d'œuvre à Ottawa, l'Association des manufacturiers canadiens réaffirmait sa conviction que les nouvelles technologies créeront plus d'emplois qu'elles n'en détruiront. L'AMC s'inquiétait cependant que les emplois créés ne puissent être accessibles aux travailleurs en chômage. Parce que leurs membres sont affectés directement, les syndicats ont multiplié ces dernières années les colloques et les conférences. De cela se dégage un certain nombre de propositions que résume pour nous le président de la FTQ, Louis Laberge. Tout d'abord, va falloir réentraîner une partie de la main-d'œuvre. Il y a de la main-d'œuvre qui pourra être réentraînée pour occuper les nouvelles fonctions. Il va falloir pousser la formation professionnelle des jeunes pour leur permettre. Il va falloir réduire l'âge de la retraite. Il va falloir réduire le temps de travail afin de mieux séparer le travail qui va rester pour tous ceux qui sont aptes à travailler, qui veulent travailler et qui ont besoin de travailler. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne pourront pas se transformer de travailleurs d'une certaine catégorie à travailleurs dans les nouvelles technologies? Il y en aura beaucoup de ça. Il y en aura beaucoup de ça et c'est pour ça qu'on a toujours parlé depuis un bon bout de temps. Ça prend une loi contre les licenciements collectifs, les fermetures. Ça prend une caisse de stabilisation, justement, pour aider les travailleurs, soit les réadapter pour de nouvelles fonctions, soit leur aider à déménager dans d'autres cas parce que les emplois qu'ils pourraient remplir ne seraient pas dans leur localité. La grande faiblesse du système canadien, c'est qu'on a une économie, une société de confrontation. Nous avons des systèmes conflictuels qui opposent les syndicats aux patrons, qui opposent le secteur public au secteur privé, qui opposent le gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Alors, l'effet cumulatif de ces systèmes conflictuels, c'est de paralyser l'initiative et de rendre très difficile cette transition à travers cette zone de turbulence, cette zone de perturbation. Pour le moment, les divergences de vues sont telles que les grands syndicats canadiens se sont abstenus de participer à la conférence Canada demain, qui avait précisément comme objectif de discuter l'impact des nouvelles technologies sur l'emploi. À cette occasion, le ministre Johnston a rappelé les grandes initiatives fédérales dans ce domaine. 700 millions consacrés au développement technologique pour les 2 prochaines années, plus d'1 milliard de dollars qui vont à différents programmes de perfectionnement en 83, la création d'un centre d'études sur la productivité, etc. Et bien sûr, une attention toute spéciale à l'amélioration du climat entre les différents partenaires sociaux. C'est-à-dire que les gens vont savoir que les gouvernements, travaillant ensemble avec les syndicats et avec l'industrie, vont protéger ces emplois d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on va retarder l'introduction des technologies, mais on va protéger les gens qui vont en souffrir. On dit souvent qu'on n'arrête pas le progrès. Et il semble bien que les nouvelles technologies feront partie de notre monde de plus en plus et pour longtemps. Mais ce qui a inquiété une participante à la conférence Canada demain, c'est que ce progrès ne profite qu'à quelques-uns. Heather Menzies. What I fear is that in asking the question of how are we coping, are we going to survive? Ce que je crains, c'est que lorsqu'on pose la question de notre survie,
On ne la pose qu'à ceux qui sont dans l'Arche de Noé. On ne la pose pas aux gens qui se trouvent sur Terre face au déluge. Mais il faut inclure tout le monde dans notre cadre de référence. J'ai l'impression que les industriels sont bel et bien les gagnants parce qu'ils ont les capitaux. Mais que faire des gens qui n'ont pas de capitaux, qui se trouvent sur Terre en face de la marée montante de l'automatisation qui risque de les noyer? Ce sont ces gens-là qui me forcent à prendre du recul et à me poser la question. A-t-on raison d'être aussi optimiste par rapport à notre gestion du processus de changement? Have we reason to be so optimistic that we are truly managing the change process properly?